Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 8e convention d'affaires biogaz et méthanisation dans un contexte un petit peu particulier cette année, vous l'aurez compris. Je suis Bruno Rogowski et je serai l'animateur et le modérateur des échanges de cette matinée. Une table ronde dédiée ce matin aux nouveaux leviers pour poursuivre le développement du biogaz. Une table ronde qui fait suite à celle qui a été organisée hier après-midi, qu'un certain nombre d'entre vous d'ailleurs ont déjà pu suivre à distance toujours, elle qui était centrée sur l'avenir du biogaz dans le contexte de la nouvelle politique pluriannuelle de l'énergie et du plan de relance. Je reviendrai tout à l'heure, dans quelques minutes, sur l'organisation pratique de cette matinée, mais je vous propose tout de suite d'ouvrir cette matinée justement avec l'intervention de deux experts du sujet. D'abord, nous aurons Georges Semandi, pardonnez-moi, délégué territorial Rhône-Méditerranée de GRTgaz, et ensuite Mohamed Niakaté, qui est responsable innovation bioénergie du pôle IAR. Mais voilà, on a à l'écran Georges Semandi, délégué territorial Rhône-Méditerranée de GRTgaz, avec un très beau décor. C'est même une unité de méthanisation derrière vous, je crois, dans les monts du Lyonnais. Vous avez la parole, Georges Semandi. Oui, c'est ça, vous avez bien identifié. Et puis, si Aloïs Klein est dans la salle, il reconnaîtra quelque chose qu'il connaît bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Biogaz Valais d'avoir maintenu cette manifestation contre vents et marées. Effectivement, dans la tempête, on réduit la toile et on garde le cap. Et je ne parle pas uniquement de la tempête sanitaire, mais celle que connaît notre superbe filière face à des atouts pas toujours bien compris, j'y reviendrai. Moi, je veux aussi souligner combien je suis ravi d'être là et très honoré d'ouvrir cette belle deuxième journée. Je suis ravi au nom de GRTgaz parce que les gaz renouvelables pour GRTgaz, c'est juste essentiel et au cœur de notre stratégie, j'y reviendrai. Je suis ravi en tant que représentant régional de GRTgaz en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque on le sait maintenant, après avoir fait une étude plus précise de la filière, c'est une région où les gaz renouvelables sont très dynamiques. Plus de 150 entreprises concentrent tout ou partie de leurs activités sur le biogaz. Et puis, mon job, c'est d'être délégué territorial. Et ma foi, s'il y a une énergie qui est territoriale, s'il y a un sujet qui est territorial par essence, c'est bien la méthanisation. Et d'ailleurs, là, j'interviens comme une entreprise du secteur de l'énergie, mais la méthanisation, c'est bien au-delà qu'un sujet énergétique, j'y reviendrai. Alors, Georges Semandi, vous l'avez dit tout à l'heure, le gaz renouvelable est au cœur de la stratégie de GRTgaz. Ça se concrétise comment ? Oui, alors au cœur de la stratégie de GRTgaz, parce que nous allons vers une trajectoire éminemment renouvelable et neutre en carbone. Pour donner une petite anecdote, le président de la Creux, Jean-François Carenco, qu'on connaît bien dans cette région, est intervenu lors d'un séminaire des managers de GRTgaz il y a quelques mois, et avec le langage direct qu'on lui connaît bien, il nous a simplement dit mesdames, messieurs de GRTgaz, si vous n'allez pas rapidement vers les gaz verts, vous êtes morts. Inutile de vous dire qu'après ça, le sujet est devenu central dans notre projet d'entreprise. Alors, la trajectoire était déjà donnée, mais clairement, chez GRTgaz, notre objectif, c'est 100% de gaz renouvelable, on va dire en une génération, ça fait un compte rond en 2050. Et là-dedans, la méthanisation, le biogaz, c'est pour au moins un tiers. Alors, comment ça se traduit ? Ça se traduit par des investissements sur le réseau, ça se traduit par un tiers des efforts du centre de recherche, ça se traduit par des démonstrateurs et ça se traduit aussi par une activité de dialogue avec les pouvoirs publics, notamment sur les aspects réglementaires, tarifaires et législatifs. Alors justement, vous parlez des pouvoirs publics. Est-ce que vous pensez que la politique de soutien de la filière par les pouvoirs publics, justement, soit à la hauteur des enjeux actuels, mais peut-être surtout à venir ? Alors là, on a combien? 2 heures ou... Non, vous avez 3 Voilà, minutes. oui, rapidement, pardon. Je distinguerai pour répondre à la question les pouvoirs publics locaux, régionaux et les pouvoirs publics nationaux et européens. Je mets dans les pouvoirs publics les collectivités, l'État et l'Union européenne. Franchement, les pouvoirs publics régionaux, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, ont des politiques d'accompagnement largement à la hauteur. Le nombre de méthaniseurs dans la région est en train de doubler.
D'ici 3 ans, il y aura autant de biogaz dans le réseau que la consommation de gaz de la ville de Saint-Étienne. La méthanisation est une des 2 énergies renouvelables et photovoltaïques les mieux soutenues. Il y a une vraie politique d'accompagnement dans la région. Et d'ailleurs, c'est à peu près bien dans toutes les régions françaises et on arrive à une incongruité, c'est que les objectifs méthanisation de toutes les régions françaises sont plus du double des objectifs accompagnés par la politique tarifaire décidée par l'État. Et du coup, oui, personnellement, je trouve qu'il y a une incongruité dans cette politique de soutien à la méthanisation. Dans le même temps, on met 30 milliards d'euros sur le photovoltaïque qui va remplacer une énergie qui est déjà décarbonée et on peine à mettre 6, 7, 8 milliards d'euros sur la méthanisation. Je n'ai rien contre le photovoltaïque, bien entendu, ni contre le nucléaire d'ailleurs. Mais si on est d'accord pour dire que la priorité, c'est la chasse au CO2, il y a une incongruité, je trouve, dans cette politique tarifaire qui est décidée. Et puis, les coups de butoir continuent, puisque là, la loi de finances 2020 est en train d'être discutée et l'exonération de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel qui avait lieu jusqu'à maintenant, qui était renégociée, c'est vrai, chaque année, semble menacée. Donc, non, il me semble que les soutiens nationaux pourraient être mieux et plus pensés. Également aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la méthanisation, c'est bien autre chose que de l'énergie. C'est de l'aménagement du territoire, c'est un revenu agricole, c'est d'autres pratiques agricoles et agronomiques. C'est pour les déchets urbains une solution épatante pour l'élimination des déchets qui ne peuvent pas être recyclés et triés. Donc voilà, il me semble que cette politique nationale pourrait être mieux pensée, peut-être moins silotée, moins partielle, parce que justement la méthanisation est un sujet pluriel et transverse, moins partielle, voire peut-être moins partielle. Alors, on a beaucoup parlé justement hier des externalités, comme vous le disiez tout à l'heure, l'aménagement du territoire, les retombées économiques sur les territoires. Une dernière question, puisqu'on est sur cette table ronde des nouveaux leviers pour poursuivre ce développement. Quelle piste, quelle piste de développement vous voyez pour le biogaz dans les années à venir? Alors, je vais écouter attentivement la table ronde qui va suivre. En réfléchissant à ce sujet, je me dis qu'il faut continuer à agir sur l'offre. Faut essayer de booster la demande. Il faut continuer à réfléchir au financement et il faut élargir à tout type de biogaz. Sur l'offre, il faut continuer à se battre sur les coûts parce que c'est une filière nouvelle. Il y a sans doute de la marge de manœuvre sur les coûts et GRT Gaz ne s'exonère pas de cet effort. Nous devons diminuer les coûts des postes d'injection, diminuer le coût des installations qui sont passerelles entre les basses pressions et les hautes pressions des réseaux, les installations de rebours. Il nous faut sans doute aussi, pour optimiser les coûts et les process, travailler sur la formation. Et dans cette région, nous avons mis en place, avec l'aide de l'Association française du gaz, et je salue son président régional, Didier Saussier, et une formation de technicien maintenance biogaz, pensée et conçue par mon ami Julien Schmitt, qui doit nous écouter. Donc voilà, c'est une première piste. Travailler sur la demande. Je vais écouter avec attention le dispositif Métaneuf que vont présenter nos confrères de GRDF. Chez GRT Gaz, on travaille pour dynamiser la demande dans le secteur industriel en essayant de développer l'autoconsommation lorsqu'il y a de la production possible sur le site industriel, production de biogaz, en essayant de faire reconnaître auprès des pouvoirs publics l'industriel qui utilise le biogaz compte tenu de la vertu carbone du biogaz, il puisse voir sa fiscalité carbone diminuer. Quand je le dis comme ça, je me demande toujours pourquoi ce n'est pas déjà le cas, tellement ça paraît simple, mais bon, voilà. Sur le financement, peut-être trouver d'autres formules de financement. Après tout, c'est la PPE qui finance le biogaz. Or, le biogaz, la méthanisation dans une exploitation agricole, c'est aussi un objet agricole. N'y a-t-il pas d'autres leviers de financement ? Et puis, chez GRT Gaz, on travaille beaucoup pour élargir le sujet biogaz à d'autres thèmes que la méthanisation. Il y a un fort potentiel en France. On peut imaginer que la gazéification des déchets, les gaz hydrogénés, puissent demain
se revendiquer comme étant des gaz bio. Nous y travaillons, nous dressons les analyses du cycle de vie, les bilans carbone. Voilà, moi, les leviers que je verrai sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Sémandi. On va sans doute forcément en reparler tout à l'heure avec nos invités. Je voudrais passer maintenant la parole à… Excusez-moi, je voulais juste un petit mot pour terminer. Oui, J'en ai pas pour longtemps. Je voulais citer Saint-Exupéry. On l'aime bien dans la région, puisqu'il est né à Lyon. Et Saint-Exupéry disait que dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche et il faut les créer et les solutions suivent. Je remercie vraiment beaucoup Biogaz Vallée de nous mettre en mouvement. C'est à nous de trouver les solutions. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et dans ce collectif, vous pouvez compter sur GRT Gaz. ça c'est une belle conclusion. Merci Georges Sémandi. On va passer tout de suite à Mohamed Niakaté qui est responsable d'innovation en bioénergie au pôle IAR, lui aussi pour faire cette ouverture de cette deuxième journée. Alors, bonjour. Donc, d'abord, je remercie les partenaires, les sponsors de l'événement de me donner l'opportunité de co-ouvrir cette deuxième table ronde. Et je me réjouis des échanges à venir. Donc, en guise d'introduction, finalement, la filière, en tout cas la filière du biogaz, est arrivée aujourd'hui, comme a été expliqué précédemment, à un carrefour important où les orientations stratégiques ou les choix qui seront prises auront un impact majeur sur son développement futur. En effet, comme ça a été dit, que ce soit là à l'ouverture par Georges, mais également hier, je pense, pendant la première table ronde, il y a plusieurs projets, donc des projets de réduction du coût de production fixés par la PPE, mais également des projets de révision des tarifs du rachat du biométhane et la baisse progressive des soutiens publics vont obliger finalement la filière à s'organiser de manière à devenir autonome et viable économiquement dans le temps. Alors, Mohamed Niakaté, justement, sur quel levier de croissance la filière doit-elle s'appuyer pour atteindre cet objectif d'autonomie et de viabilité économique? Pour moi, il y a trois piliers. Le premier pilier, ça va être notre capacité à mieux valoriser les externalités positives générées. Comme ça a été dit, en fait, en effet, la méthanisation ne produit pas uniquement de l'énergie, mais elle génère des externalités positives. Par exemple, participer à la décarbonation du monde agricole en réduisant la quantité de gaz à effet de serre émise. Ça va être également proposer des offres de débouchés économiques pour les cultures intermédiaires à valorisation énergétique ou les cultures intermédiaires multiservices qui vont pouvoir contribuer à la fois au stockage du carbone, mais également à la couverture des sols. Ça va être également aussi la production d'engrais naturels via le digestat, qui vont permettre aussi de réduire notre dépendance aux engrais minéraux, mais également la création d'emplois locaux non délocalisables sur le territoire. Et en fait, ces externalités positives sont finalement des moyens supplémentaires qui vont permettre finalement au monde agricole de s'appuyer pour pouvoir faire sa transition agroécologique et atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050 qui sont fixés par la SNBC. Donc, finalement, il devient nécessaire de mieux prendre en compte ces externalités positives en les monétisant pour atteindre ces objectifs socio-écologiques et économiques. Et puis enfin, ces externalités positives vont avoir un rôle important à jouer, notamment dans l'accroissement de la compétitivité du prix de production du biométhane. Alors, vous avez parlé de trois piliers, on va sans doute arriver au deuxième. Le deuxième pilier, finalement, c'est l'accroissement de la compétitivité de la filière. Cet accroissement va s'appuyer à la fois sur des innovations technologiques qui vont permettre d'optimiser les coûts des ressources, de réduire les coûts des OPEX hors ressources, parce qu'on sait que c'est un point qui est quand même de dépenses qui est quand même assez important au niveau des unités de méthanisation, des CAPEX, mais aussi d'identifier des applications à haute valeur ajoutée pour les coproduits qui sont générés. Donc, la réduction des OPEX et des CAPEX va passer finalement par une étroite collaboration avec les constructeurs d'unités de production pour réduire à la fois les coûts d'investissement et par l'optimisation de la taille des installations pour qu'elles soient plus adaptées ou mieux adaptées en fait au volume de biogaz qui est produit, tout en prenant en compte à la fois la charge organique admissible, mais également le temps de séjour qu'on va se fixer. De plus, je pense qu'il est nécessaire et il devient nécessaire
de plus introduire des outils d'automatisation, mais également d'intelligence artificielle qui vont nous permettre à la fois de mieux maîtriser nos installations, d'améliorer le pilotage et in fine, automatiquement, ça va avoir comme conséquence de former les exploitants à ces nouvelles technologies. Ensuite, l'identification de nouvelles voies de valorisation des coproduits. Pour moi, je pense que c'est un levier qui est indispensable pour le développement futur de la filière biogaz. Ça va être notre capacité à mieux valoriser nos coproduits. Donc, celle-ci, ça va s'appuyer sur notre capacité à créer une économie d'usage pour les coproduits qui sont générés, tels que le CO2, les digestats, l'eau, ainsi de suite, dans des applications à haute valeur ajoutée, telles que la chimie, la biotechnologie, l'énergie, l'agroalimentaire, etc. Et en fait, finalement, cette nouvelle économie autour de ces coproduits va représenter finalement, dans le futur, une source supplémentaire de revenus qui va permettre de contribuer à la viabilité économique de la filière. Et enfin, il devient nécessaire aussi de travailler au couplage de la méthanisation, comme ça a été dit, avec d'autres procédés de production énergétique, tels que la méthanation ou les procédés thermochimiques pour pouvoir accroître la productivité de la filière. Et ensuite, troisième pilier. Voilà, le troisième pilier, ça va être finalement l'incitation à la consommation du biométhane décarboné. Parce que finalement, aujourd'hui, on constate, et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas finalement de différence pour le consommateur pour l'usage de biogaz décarboné et pour l'usage de gaz naturel carboné. Donc, je pense qu'il devient nécessaire de faire une différenciation entre ces deux gaz, car finalement, les empreintes carbone et l'impact sur l'environnement de ces deux gaz sont nettement différents. Donc, nous, on doit travailler au niveau de la filière pour voir comment on peut faire en sorte que l'impact carbone soit mieux pris en compte dans le choix du consommateur, parce que cette incitation va déclencher la demande et du coup l'usage du biométhane pour nous les consommateurs. Alors là, vous soulevez le nécessaire développement de la demande et des besoins, un développement qui passe sans doute par une meilleure acceptabilité. On en a beaucoup parlé hier après-midi, une acceptabilité sociétale de la méthanisation auprès de nos concitoyens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut davantage ou mieux communiquer auprès du grand public ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante sur les externalités positives de la méthanisation. Parce que malheureusement, quand on discute un petit peu ou on voit les échanges dans le grand public, c'est souvent les aspects négatifs de la méthanisation qui sont souvent mis en avant et qui peuvent créer des craintes dans l'opinion publique. Et je pense que ce manque de connaissance de la méthanisation peut avoir un impact important sur le développement de la filière. Et je pense qu'il devient urgent de mieux structurer la communication autour de la méthanisation et de ses externalités positives pour mieux favoriser l'acceptabilité sociétale par nos concitoyens. Et enfin, donc, je pense que les différents points qui ont été cités précédemment et les changements réglementaires à venir permettent aussi de mettre en évidence que finalement la filière est en train de passer d'un marché de niche pour le soutien économique de la production agricole à un système qui est plus industriel. Mohamed Diakhaté, vous avez développé les quelques piliers de croissance pour la filière. Rapidement, en quoi et comment le polyAR peut-il contribuer, jouer un rôle dans cette mise en œuvre ? Le polyAR, par sa diversité des acteurs de son écosystème, parce que finalement, on a des acteurs qui sont présents sur toute la chaîne de valeur de la biomasse, de la ressource agricole jusqu'aux applications, par sa reconnaissance, mais également par son expertise sur la thématique de la bioéconomie, a toute sa place, je pense, dans le développement des bioénergies, dont le biogaz. Au sein de d'IAR, donc, on a la communauté bioénergie que j'anime, qui regroupe différents acteurs du monde agricole, industriel et institutionnel. Et on s'est organisé en fait, finalement, pour relever les différents défis auxquels seront confrontées les différentes filières bioénergie, telles que le biogaz, entre autres, pour assurer leur développement futur. La communauté bioénergie va travailler sur les différents points que je vous ai cités précédemment, mais tout le temps en lien avec les autres filières. Parce que pour nous, c'est vraiment indispensable de travailler en interfilière, avec les filières hydrogène, biocombustibles, biocarburants sur lesquels on est actif. Parce que je pense que clairement, il faut qu'on arrive à croiser, parce qu'il va y avoir des produits qu'aujourd'hui, des coproduits que nous, on génère, on n'a pas trouvé des voies de valorisation, qui peuvent servir de matière première pour d'autres filières de production énergétique. Donc, on va s'appuyer en fait à la fois sur les spécificités d'IAR, les collaborations continuées, entre autres, avec des acteurs tels que Biogaz Vallée, pour contribuer au développement des différentes filières. Et enfin, par l'essence même d'IAR,
la filière biogaz est un des axes prioritaires de travail pour assurer un développement au monde agricole et contribuer à un passage progressif de la filière vers un fonctionnement industriel afin d'atteindre les objectifs à terme de devenir une économie viable. Merci Mohamed, merci beaucoup Mohamed Niakaté. Voilà, Merci. Merci beaucoup. Après cette introduction du sujet de la matinée, nous allons démarrer la table ronde en elle-même avec nos 4 intervenants, Édouard Sauvage, Elisabeth Lauger, Bertrand Duprat et Yann Pierre. Quelques informations pratiques au préalable. D'abord, cette table ronde va se dérouler en 2 temps forts. La première, bien sûr, le premier temps fort, ce sont les échanges avec nos intervenants. Et puis ensuite, deuxième temps fort, vous aurez la parole en partie avec une séquence de questions-réponses. Alors, je disais en partie parce qu'évidemment, nous ne sommes pas en présentiel, mais à distance. Donc, vous allez pouvoir poser des questions, les écrire dans une des fonctionnalités de Zoom. Vous avez un QR qui veut dire questions-réponses sur lequel vous allez pouvoir écrire vos questions et je serai votre voix lors de la séquence des questions-réponses pour les poser à nos différents intervenants. Vous pourrez le faire bien sûr tout au long de la matinée. Alors juste pour info, il existe aussi une autre fonctionnalité dans Zoom qui est le chat. Là, c'est pour partager des avis, des réactions, mais ça ne sera pas la fonctionnalité utilisée pour poser les questions à nos intervenants. Je vous demanderai juste un petit service par rapport à hier, parce qu'hier, on a eu énormément de questions, on a eu beaucoup de mal nous-mêmes à les synthétiser, à les trier pour refaire ressortir les plus pertinentes. Donc, vous avez la possibilité sur Zoom de liker les questions qui vous paraissent importantes, pertinentes, et ça nous permettra, nous, de voir quelles sont les questions qui vous paraissent à vous importantes de poser à nos intervenants. Et si possible aussi, si vous adressez une question plus particulièrement à l'un des intervenants, merci de bien vouloir le noter, ça sera plus rapide pour pouvoir passer le maximum de questions à la fin. 3 dernières précisions avant d'intervenir, avant d'entamer cette table ronde. Vous pouvez aussi réagir ou faire des posts sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'intégrer le hashtag B2B-META, B2B META. Les interventions de la matinée, je vous l'ai dit, seront enregistrées, vous l'avez peut-être vu lorsque vous vous êtes connecté, et ça sera diffusé intégralement sur le site de Biogaz Vallée dès lundi, comme d'ailleurs la table ronde d'hier, si vous n'avez pas pu y assister. Et enfin, je vous ai dit l'animateur des échanges, mais je serai aussi le maître du temps et je ferai en sorte que nous tenions dans les temps et les délais impartis, quitte à avertir nos intervenants gentiment, je vous le préviens tout de suite, s'ils étaient trop bavards. Voilà, il est temps de démarrer tout de suite cette table ronde avec Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, Elisabeth Lauger, déléguée générale du pôle Ténerdis, Yann Pierre, le directeur commercial et développement de Prodéval, et Bertrand Duprat, agriculteur méthaniseur, président de Gaz d'ici, mais aussi administrateur de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Alors, je vous propose d'abord, voilà, on les a tous à l'écran, de faire peut-être un rapide tour de table pour présenter un petit peu votre structure, mais surtout en quoi votre structure est-elle impliquée sur cette filière biogaz, et on reviendra ensuite individuellement avec chacun d'entre vous un peu plus dans le détail sur les questions liées à cette thématique de la matinée, les nouveaux leviers pour développer la filière biogaz. On va commencer par Édouard Sauvage. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Donc Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, et évidemment fortement impliqué à la fois sur le raccordement des méthaniseurs, puisque 4 méthaniseurs sur 5 raccordés en France qui injectent dans un réseau de gaz, injectent sur le réseau de GRDF, et aussi depuis l'idée d'animer toute une filière, de structurer la filière, que ce soit avec les agriculteurs méthaniseurs de France, avec les industriels qui fabriquent les stations, ou très important également avec les organisations non gouvernementales, que ce soit France Nature Environnement ou WWF, parce qu'effectivement, la condition de réussite de la filière, c'est que les externalités positives qui ont déjà été soulignées soient bien vues comme telles par tous, et pour ça, il faut des projets irréprochables et qui améliorent la biodiversité et qui améliorent l'environnement. Merci Édouard Sauvage, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Elisabeth Lauger. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette table ronde qui, effectivement, pour nous est un sujet très au cœur de nos activités. Donc, Ténerdis, c'est le pôle de compétitivité de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes.
Et effectivement, à ce titre-là, donc nous avons environ 230 membres, dont près d'une centaine en fait œuvrent dans les domaines du biogaz où j'y reste de près ou de loin. Donc pour nous, c'est vraiment une filière qui est au cœur de nos préoccupations et notre intérêt aussi, puisqu'on est là aussi pour soutenir nos membres dans ces domaines-là. Et on a effectivement travaillé en collaboration avec les autres pôles que sont Derby, IAR et Cap Énergie pour structurer l'appel à manifestation d'intérêt qui a eu lieu en tout début de cette année et qui donnera lieu à ma présentation. Mais en tout cas, c'est clair que c'est au cœur de nos enjeux et j'en dirai quelques mots plus tard. Voilà, on reparlera tout à l'heure de cet appel à manifestation d'intérêt. Yann Pierre, directeur commercial et développement de Prodéval, un des grands acteurs de la filière industrielle. Oui, bonjour. Donc, merci de m'inviter à cette table ronde. Effectivement, Prodéval, on travaille dans le domaine du biogaz depuis plus de 30 ans, où le biogaz ne sortait finalement que des centres d'enfouissement. Et effectivement, on a suivi un petit peu l'évolution de ce marché et on l'a accompagné en proposant de nouvelles solutions. Avant, elles étaient liées à la cogénération et puis grâce aux nouvelles lois en 2010, on a pu se développer sur l'aspect biométhane. Et à l'heure actuelle, effectivement, on a plus de maintenant 100 installations de biométhane sur site, partout en France et aussi un peu en Europe. Et on est effectivement dans l'accompagnement de cette filière, c'est-à-dire qu'on souhaite que cette filière aille plus loin en proposant des services innovants. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit dans le développement du biogaz et du biométhane. Merci Yann Pierre. Et enfin, Bertrand Duprat, comme je le disais tout à l'heure, à la fois agriculteur méthaniseur, membre du conseil d'administration de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et vous êtes agriculteur dans le Puy-de-Dôme, mon lieu de naissance, monsieur Duprat. Bon, bonjour à tous et j'en suis heureux. Donc, Bertrand Duprat, je suis en polyculture élevage dans le Puy-de-Dôme et méthaniseur premier méthaniseur depuis 2015. J'ai eu un petit échec par rapport à ce premier projet. Et donc, j'ai intégré l'AMF en 2012 et je participe entre autres à des travaux sur le Calimeta qui est piloté par le club Biogaz. Puis dernièrement, je travaille aussi sur le CO2 pas mal parce qu'on parle beaucoup d'externalités positives et c'est très bien. Mais par contre, il va falloir qu'on arrive à quantifier tout ça un jour pour pouvoir vraiment le valoriser, le monétiser. Et puis, je pense que dans le mix énergétique aussi, un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est les rôles pivots que peut avoir la méthanisation parce que c'est une belle façon de stocker de l'énergie. Donc voilà. Très bien. On va là aussi en parler tout à l'heure. Alors, je vous le disais, la thématique, vous la voyez juste à côté de moi, c'est quels sont les nouveaux leviers pour poursuivre le développement du biogaz ou finalement, dit autrement, comment la filière et ses acteurs peuvent-ils agir pour être peut-être plus compétitifs dans un contexte, on l'a vu en partie hier, peut-être un peu plus contraint à l'avenir. Édouard Sauvage, on va commencer par vous, peut-être avec un point sur le droit à l'injection. Oui, je crois que ça a été une avancée législative très importante qui a été prise par le précédent gouvernement. Dans la loi Egalim, c'est clair qu'un des freins au développement et surtout à l'utilisation de tout le potentiel de méthanisation agricole, c'était qu'à un moment, il y avait des problématiques d'engorgement des réseaux de distribution avec deux alternatives, soit ce qu'on appelle dans notre jargon de distributeur d'émaillage, c'est-à-dire qu'on raccorde une antenne de distribution à une zone de consommation plus large en rajoutant une canalisation de distribution, soit la solution de long terme, c'est faire un rebours vers les réseaux de GRTgaz ou Teréga, donc vers le transport de gaz. Je dis que c'est la solution de long terme parce que ces rebours permettent à ce moment-là de se connecter au stockage souterrain qui existe sur le territoire. Et on sait bien que la grande force du biométhane injecté par rapport à d'autres renouvelables, c'est la capacité Coral System de pouvoir le stocker et donc l'utiliser à tout moment. Et on sait bien que c'est un gros sujet des renouvelables électriques, qui est qu'ils ne produisent pas forcément au moment où on a besoin d'électricité. Donc on n'aura pas ce souci-là avec le biométhane dès que ces investissements rebours ont été faits. Alors au tout début, la question c'était évidemment, on voit bien qu'un investissement qui est fait pour plusieurs utilisateurs, dont certains qui sont encore potentiels, qui doit le payer. Et les règles n'étaient pas fixées, donc la loi a clairement dit que les producteurs devaient, eux, payer leur raccordement réseau, qui fait même l'objet de réduction. Une partie de ce raccordement est pris en charge par les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport. D'ailleurs, il
il est possible que la nouvelle loi de finances augmente encore la participation des gestionnaires de réseaux de transport. Et le reste, du coup, est mutualisé et c'est bien la charge des gestionnaires de réseau. Et donc, derrière la question, c'était comment le faire de manière la plus efficace possible, parce qu'à la fin des fins, il y a des clients consommateurs de gaz qui vont payer ces investissements. Et donc, l'intérêt de la loi qui est maintenant décrite dans des décrets, ça a été de mettre en place tout un système pour s'assurer qu'on le ferait de la manière la plus efficiente possible, notamment est-ce qu'il vaut mieux faire un maillage, est-ce qu'il vaut mieux faire un rebours, à quel moment faut-il faire ces investissements. Et donc, moi, ce que j'ai pu apprécier dans les discussions qu'on a pu avoir avec les services du ministère ou du régulateur, c'est bien l'idée de mettre en place des zonages. Et donc, depuis les équipes GRDF, de GRT Gaz, et on a un très fort appui également des chambres d'agriculture, on a effectivement lancé dans tous les territoires des consultations pour bien identifier les potentiels et imaginer le zonage le plus pertinent. Ces zonages sont après validés par la Commission de régulation de l'énergie. Ils en ont déjà validé en 2 vagues plus de l'ordre de 80 et globalement, on a réparti le territoire national en à peu près 400 zones sur lesquelles on va optimiser pour raccorder tous les projets potentiels au meilleur coût. Donc, je pense que c'était une très, très grande avancée pour les porteurs de projets qui n'ont pas à s'interroger sur, à la fin des fins, est-ce que oui ou non j'aurai le potentiel d'injecter. Leur problématique à eux, c'est de trouver la meilleure localisation d'acceptabilité locale à un coût raisonnable pour se raccorder au réseau. Et je crois que là aussi, l'idée qu'une partie du coût de branchement soit prise en charge par la collectivité, c'est aussi un moyen pour les porteurs de projets de donner la priorité à la localisation stable pour leur territoire environnement, plutôt que de vouloir à tout prix se mettre le plus proche possible du réseau. Je pense que c'est un point très important. Alors, il y a un point qui a été évoqué tout à l'heure dans son introduction par Georges Semandi, qui est un levier de développement potentiel, c'est les usages dans d'autres applications aujourd'hui, et notamment avec le programme Méta9. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur ce programme ? Oui, bien sûr. Alors, ça a été dit, il y a un décalage entre effectivement l'ambition de la filière, les projets qui aujourd'hui existent. C'est vrai qu'il y a eu une accélération des projets suite aux annonces du gouvernement disant on va baisser les tarifs de rachat. Donc, automatiquement, beaucoup de porteurs de projets ont accéléré, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, puisqu'on risque un phénomène de stop and go. Mais il y a un coût important pour le contribuable de soutien de la filière. Et on a toujours été convaincus à GRDF qu'à terme, une transition écologique soutenable doit passer par une prise en compte par les consommateurs et une envie des consommateurs de verdir leur consommation. Et ça n'est acceptable d'ailleurs que si eux-mêmes baissent leur consommation. Donc il y a un cercle vertueux à trouver. Je baisse ma consommation et comme je consomme moins, je peux à ce moment-là payer un peu plus cher pour avoir des énergies renouvelables. Et donc l'idée de Méta9 est partie de là. La réglementation thermique des bâtiments, une directive européenne a demandé de la revoir. Donc, il y avait des consultations en cours et l'idée qui était poussée par les ministères, c'est-à-dire il faudrait imposer que les bâtiments aient de l'énergie renouvelable. Et en discutant avec les promoteurs, on s'est aperçu que pour beaucoup de bâtiments, en fait, ça revient significativement moins cher d'aller acheter du gaz renouvelable plutôt que d'installer des panneaux solaires thermiques ou des produits trop sophistiqués et trop coûteux dans le bâtiment. Et dans certains cas, il y a des zones où vous ne pouvez pas installer ce type d'appareil pour des contraintes imposées par les architectes bâtiments de France ou un souhait du maire d'avoir un certain type d'urbanisme. Et donc finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait transformer les réseaux de gaz un peu comme un réseau de chaleur et de dire si c'est plus efficace d'aller acheter de l'énergie renouvelable, en l'occurrence du gaz renouvelable à un projet de méthanisation à proximité, l'idée étant évidemment que ce projet ne soit pas subventionné par un tarif de rachat, pour le coup, que ce soit bien la réalité des coûts. Sinon, on n'aurait pas ce bienfait de dire à terme, il faut que cette charge aille vers le consommateur. C'était bien l'idée de Méta9, avec en gros le raisonnement, c'est de dire il y a une volonté de verdir la consommation d'énergie des bâtiments neufs, faisons-la de la manière la plus efficace pour la collectivité. Et dans un certain nombre de cas, ça sera beaucoup plus efficace d'aller acheter du gaz renouvelable à un projet agricole de proximité. Et on a fait beaucoup de simulations en partant d'un rayon de 150 km. Donc pourquoi 150 km? Parce que dans les aides de l'ADEME, c'est le rayon d'acheminement qu'ils utilisent pour la biomasse des réseaux de chaleur. Et donc on s'est dit, prenons la même logique, gardons cette analogie avec les réseaux de chaleur. Et oui, ça reviendra moins cher dans un grand nombre de situations d'aller aider un projet agricole de proximité plutôt que de vouloir à toute force mettre des appareils pour verdir l'énergie dans le bâtiment.
Juste un dernier point sur Métaneuf. Vous disiez c'était l'idée où vous avez parlé de Métaneuf comme d'un projet. Qu'en est-il de la future concrétisation? Alors, c'est un projet, c'est en cours de discussion, puisque la réglementation des bâtiments est en cours de discussion. On est en plein cœur des discussions avec le ministère et les différents acteurs. Et une des questions qui se posent dans Métaneuf, c'est finalement, parce que nous, on a toujours considéré que ça devait être une option laissée aux acteurs, quels acteurs sont impliqués, quel rôle de celui qui accorde le permis de construire, quel rôle des régions, par exemple, qui ont une politique énergétique de plus en plus ambitieuse. Georges Sémandy soulignait d'ailleurs que les régions sont 2 fois plus ambitieuses que l'administration centrale du pays en termes de développement de la méthanisation. Et donc oui, parmi ces questions au débat, il y a effectivement sous quelle forme doit prendre cette option et quels sont les bons outils pour permettre ce développement, parce qu'on voit bien que certains de nos promoteurs immobiliers vont dire « moi, je n'ai pas un bâtiment qui me permette d'acheter la totalité de la production d'un méthaniseur, comment peut-on agréger les demandes d'un côté ?» mutualiser les productions de l'autre pour garantir et profiter de la synergie du réseau qui permet de garantir la sécurité de l'alimentation. Ce sont des discussions toujours en cours, mais en tout cas, on est convaincus que c'est une très, très belle opportunité à la fois pour les agriculteurs et globalement pour l'économie, parce que, comme je vous le disais, c'est un moyen de verdir les bâtiments moins cher que d'autres alternatives. Merci Édouard Sauvage. On va passer à Elisabeth Loger. Un des leviers potentiels du développement, c'est peut-être d'accroissement de cette compétitivité dont je parlais tout à l'heure, c'est peut-être aussi l'innovation et vous allez nous développer ce point. Oui, merci Bruno. Effectivement, l'innovation a été un levier, un facteur identifié depuis la fin de l'année dernière et cette année. Et le choix qui a été fait par le comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques a été de développer un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, qui a eu lieu finalement entre le début décembre de l'année dernière et qui a été relevé à la fin mars de cette année. Et l'objectif étant vraiment de dire il faut que l'ensemble des acteurs contribuent à cet objectif de réduction des coûts de 30% à horizon 2030 et sur lequel l'équipe a travaillé donc conjointement avec en particulier donc les pôles IR, Derby et puis Cap Énergie, a identifié 10 leviers qui permettaient potentiellement d'atteindre un certain nombre de compétitivité. Et les organismes ont été aussi invités à répondre sur la base de ces leviers pour dire voilà, de quel type de financement nous avons besoin. Et l'objectif, évidemment, c'est de fédérer la filière autour de ces thématiques-là et de pousser aussi l'identification des projets innovants avec comme objectif clairement le lancement d'un appel à projet, et j'y viendrai juste après. Et tous les types de projets étaient, je dirais, ouverts. C'était très, très open en termes d'activité, soit des projets de développement de briques technologiques, des programmes de recherche appliquée ou des logiques de nouveaux business models ou éventuellement même d'industrialisation d'offres technologiques existantes. Et clairement, ça a été un vrai succès, cet appel à manifestation d'intérêt, puisqu'on a eu plus de 100 dossiers qui ont été remontés, beaucoup autour de projets innovants, comme vous le voyez. Et clairement, la volumétrie des dossiers qui ont été remontés a permis à l'ensemble de la filière de remonter effectivement via le comité stratégique de filière sur l'importance de créer cet appel à projet et de continuer à faire que l'État français mobilise du financement spécifique pour accompagner la filière avec toujours cet objectif de réduction de coûts à horizon 2030. Ce qui est aussi important à voir, c'est que finalement, on a eu beaucoup d'organismes qui ont déposé ces dossiers, dont une très grande majorité de TPE, de PME et d'ETI. Donc, qui montre aussi que cette filière, elle est structurée avec un ensemble d'acteurs, je dirais, de toute taille, et qui souvent, justement, portent ce dynamisme en termes d'innovation. Ce qui est clair aussi, c'est que le budget qui a été demandé, donc au total de 121 millions d'euros, qui a été identifié, ce sont des dossiers finalement assez conséquents, autour d'1,7 million d'euros par dossier, avec une forte concentration plutôt sur les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été les plus, on va dire, dynamiques là-dessus. Ce qui est important aussi à voir dans ce qui est ressorti de cet AMI, c'est finalement quels sont les sujets
sur lequel la filière aujourd'hui souhaite vraiment être accompagnée. Ce qui est ressorti, comme vous pouvez le voir, ce sont tout d'abord tout ce qui est valorisation du biogaz, valorisation du digestat. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire finalement avec ce biogaz et ces digestats pour finalement stimuler l'usage du biogaz et donc de cette matière-là. Le deuxième sujet, c'était tout ce qui était procédé de méthanisation, donc travailler sur l'efficacité industrielle et la productivité de ces méthaniseurs et de toute la chaîne de méthanisation. Et après, effectivement, des logiques de solutions digitales aussi pour accompagner des nouveaux modèles. Donc, quelque part, voilà, une forte mobilisation, une forte densité d'action et des points clés sur lesquels qui ont permis justement de structurer l'appel à projet qui est ouvert maintenant. Et effectivement, sur cet appel à projet, donc il a été ouvert très récemment, et donc le 30 septembre, il y a un petit mois. Ce qui est clair, c'est que c'est un projet donc, qui s'inscrit dans le plan d'investissement d'avenir, donc piloté par l'ADEME, dans le cadre des démonstrateurs et territoires d'innovation et de grande ambition, donc les DT IGA, pour l'acronyme que vous voyez en tête de chapitre. Il est clairement orienté pour avoir des projets innovants qui concourent à la compétitivité de la filière. Donc plutôt, je dirais, des projets donc, autour d'1 million et au-delà d'1 million d'euros, soit en monopartenaire, soit en collaboratif. Et les projets qui, je dirais, sont en dessous de cette taille de 1 million ont pour, je dirais, consignes et recommandations, soit de s'associer à d'autres projets et donc de cumuler finalement la force de frappe pour atteindre cette taille critique, ou alors s'associer de manière plus en sous-traitance d'autres projets. Mais le rôle aujourd'hui, c'est vraiment de travailler ces projets-là en commun pour avoir des projets de taille significative, avec donc 5 axes thématiques. Optimiser la chaîne logistique, maximiser le pouvoir méthanogène des intrants, optimiser les procédés, optimiser la production et la maintenance, et travailler aussi sur les coûts de raccordement en injection et autres équipements. C'est des modalités d'aide qui sont soit de la subvention, soit des avances remboursables suivant la typologie et la taille des projets, aussi en fonction de la maturité des projets. Et donc, on a clairement sur ces projets-là tout le soutien de l'ensemble des pôles de compétitivité. Je vous ai cité les 4 qui étaient, je dirais, acteurs de cet AMI, mais l'ensemble des pôles de compétitivité qui œuvrent dans les filières, soit énergie, soit plus agricoles, sont à votre disposition, à la fois pour vous accompagner sur des projets jusqu'au dépôt, et éventuellement aussi, si besoin, du support à la recherche de partenaires, qui soient entreprises ou qui soient également académiques, suivant le cas. Ce qu'on a mis en place collectivement également, c'est un certain nombre de timings. Et en particulier, il y a un webinaire que je vous invite largement à suivre, donc qui est organisé en lien évidemment avec le comité stratégique des filières et l'ADEME, qui a lieu lundi prochain, donc le 2 novembre. Je crois que Grégory va mettre dans le chat le lien sur le webinaire, sur lequel vous pourrez poser encore plus de questions sur cet AMI, sur cet appel à projet, poser aussi typiquement des recherches de partenariat, des choses comme ça. Et donc, vraiment, je vous invite à le faire, sachant que finalement, voilà, la clôture intermédiaire, elle est en janvier, donc il faut pas forcément traîner. Et en tout cas, voilà, de la même manière, on vous invite aussi à prendre contact avec les pôles et avec l'ADEME pour travailler aussi sur les dossiers que vous pourriez avoir envie de positionner. Et donc, voilà, sachant que si vous avez évidemment des questions, voilà, aujourd'hui, je suis là pour y répondre, ainsi que je crois que les collaborateurs ADEME qui sont aussi présents. Elisabeth Loger, tout à l'heure, dans l'AMI, vous avez indiqué un budget qui était remonté de 121 millions d'euros. Oui. Est-ce que le budget de l'appel à projet sera de la même hauteur ? Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Le montant du premier, sachant que ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas qu'un seul appel à projet. Je pense que là, on a eu un résultat concret qui est ce premier appel à projet sur lequel il y a un montant d'environ 20 millions d'euros, ce qui va permettre déjà de remonter un certain nombre de projets. Et puis surtout, ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, ça ne soit pas juste un one-shot et qu'il y ait plusieurs, je dirais, relances courant d'année prochaine. Parce que voilà, on n'est pas juste sur une période de 3 mois pour faire l'innovation et le problème est réglé. Je pense qu'on a besoin d'accompagner les acteurs de la filière de manière beaucoup plus longue.
C'est-à-dire plus il y aura de projets qui vont remonter et plus on pourra avoir des chances d'avoir une enveloppe à rallonge après. Exactement. Je pense que c'est important et les pôles ont ce rôle-là aussi de montrer, évidemment en soutien au CSF, hein, que la filière est hyper active, elle est innovante, elle a besoin aussi de cet accompagnement-là. Et Georges le disait tout à l'heure, on a des vraies dynamiques dans toutes les régions sur ces thématiques du biogaz. Donc, et c'est aussi par ce genre de choses très concrètes que l'on peut montrer qu'on peut innover, on peut créer une filière biogaz vraiment performante. Merci Elisabeth Leger. Yann Pierre, je disais, vous êtes directeur commercial et développement de Prodeval. Finalement, dans les nouveaux leviers, quand on en avait discuté au téléphone, vous en aviez identifié deux. Finalement, il y avait deux grands volets. Il y avait les nouveaux débouchés qui étaient une source de nouveaux revenus potentiels. Et puis aussi la baisse des coûts. Donc agir sur les deux parties, recettes-dépenses, si je puis dire. Tout à fait, exactement, oui. Alors, dans le premier levier, c'est effectivement se plier un petit peu à cette baisse des tarifs. Donc là, on n'a pas forcément le choix. Il faut trouver des solutions. Donc, des solutions pour baisser les coûts. Sur les coûts, Mohamed en a déjà parlé, il y a deux types de coûts. Il y a les coûts de CAPEX et les coûts d'OPEX. Alors, pour agir sur les coûts de CAPEX, il y a effectivement trois leviers. Le premier levier, c'est standardiser les équipements, c'est-à-dire avoir des équipements peut-être un peu moins complexes, un peu moins élaborés, qui n'ont peut-être pas toutes les options, mais qui permettent de faire quand même le travail. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est également industrialiser la production. Et industrialiser la production, ça se résume finalement à éliminer toutes les tâches qui sont entre guillemets inefficaces. Et quand on industrialise, finalement, je prends un petit peu le modèle un peu exagéré peut-être, mais de la production en série, où quand on va produire quelque chose, faire 5 installations identiques coûtera bien moins cher que faire 5 installations identiques les unes après les autres. Donc, il y a une question de gestion des flux qui nous permet d'industrialiser et de gagner donc, sur ces coûts. Pour cela, il faut quand même avoir une visibilité parce que quand on veut industrialiser une société, un processus de production, si on n'a pas une visibilité sur le long terme, on ne fera jamais les investissements pour arriver à cette industrialisation. Et en fait, on est un petit peu à ce point-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va mettre un investissement et on ne sait pas encore si derrière, il y aura beaucoup de projets. Donc, c'est vraiment un levier pour continuer à faire du biométhane, mais en contrepartie, il faut avoir une visibilité pour pouvoir investir dans ce levier-là. L'autre aspect, c'est les OPEX. Et effectivement, sur la partie OPEX, il faut réduire principalement les coûts de consommation électrique et les coûts de maintenance. Pour cela, on a parlé d'innovation. Je pense qu'il y a des solutions pour aller chercher des pourcentages de réduction des coûts en termes de consommation électrique. Et on a aussi parlé de retour d'expérience, d'intelligence artificielle. Et cela, on le fait exactement aussi sur une filière qui arrive à maturité. C'est-à-dire avoir beaucoup de projets nous permet d'analyser toute la data pour pouvoir ensuite choisir les bonnes actions, ne pas trop en faire, mais aussi ne pas en faire, on va dire, sous-estimer l'importance, par exemple, de la maintenance. Et cela, en fait, c'est avec une filière mature qu'on peut avoir ce retour d'expérience et donc ensuite réduire les coûts. Voilà un petit peu les sujets, les leviers, on va dire, sur la partie coût. Sur la partie coût, avant de parler des débouchés, sur la partie coût, vous m'aviez aussi parlé de la problématique des déchets, enfin de la monétisation des déchets et là, il y avait peut-être des choses à faire pour… Alors, tout à fait. En fait, quand on parle de baisser les coûts, alors moi, je parlais simplement de la partie matérielle, mais effectivement, dans
dans un business plan de toute méta, alors si je considère que l'épurateur, qui est la partie que l'on construit, notre CAPEX va représenter aux alentours de 5% du coût du biométhane sur 15 ans. Et la partie OPEX, à peu près la même chose. Donc, effectivement, il y a d'autres parties à voir sur un business plan. Il y a le coût des intrants, qui reste aussi un vrai sujet. Il y a toutes les autres catégories de dépenses, qu'elles soient humaines, qu'elles soient liées à la maintenance, à l'investissement et aux OPEX. Et sur cette partie intrant, effectivement, si quand on doit payer des déchets, c'est là aussi que finalement l'argent du biométhane en fait, va transiter vers le producteur de déchets. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire de ce côté. Si on réduit les coûts du biométhane d'un côté, il faudrait réduire finalement les coûts d'achat de certains déchets. Tous les déchets ne sont pas payants. Et on parlait aussi d'externalités positives. Ce qui était dans ce nouveau tarif, donc on va parler des nouveaux tarifs, on baisse les coûts d'achat du biométhane. En soi, c'est une bonne chose. Mais priver par contre donc les producteurs de leur garantie d'origine, alors que c'est peut-être un mécanisme de compensation, notamment avec la RED 2, on sait que les garanties d'origine devraient prendre de la valeur. Ça permettait aussi de compenser la baisse des tarifs pour les producteurs. Et donc, ça restera aussi un sujet à évoquer. On en a beaucoup parlé hier et je vous conseille de regarder la table ronde, l'enregistrement qui a été fait hier. Sur le deuxième volet, donc les nouveaux débouchés, les nouveaux usages, vous avez déjà commencé à développer et je pense que Bertrand Duprat nous en parlera tout à l'heure, c'est un de ses chevaux de bataille sur l'utilisation du biométhane dans la mobilité, dans les nouveaux usages de mobilité. Tout à fait, exactement. Sur les externalités, plutôt les débouchés, on va dire, effectivement, le bio-GNV, on parle bien du bio-GNV ici, est pour nous vraiment le meilleur moyen d'utiliser ce biométhane. Alors, il y a bien d'autres applications, on l'envoie dans les réseaux, c'est très bien, ça c'est comment on l'achemine, mais quand je parle d'usage, j'ai fait un rapide calcul l'autre jour pour qu'on visualise un petit peu, mais chaque jour, dans le monde, on consomme l'équivalent de 5000 piscines olympiques de pétrole chaque jour. Et donc, par trimestre, c'est un lac d'Annecy complet. Donc, on est en région Rhône-Alpes, donc je vais utiliser cette image-là, mais on utilise un lac d'Annecy complet de pétrole chaque trimestre. Donc, 4 lacs d'Annecy par an en consommation de pétrole. Et on parle de décarboner, et Georges le disait très bien en plus en préambule, on veut décarboner notre énergie. Et finalement, le meilleur endroit où le faire, c'est le secteur des transports. Du coup, pour nous, c'était évident qu'utiliser le biométhane pour faire rouler les véhicules, les bus, les camions, les BOM, c'est forcément le meilleur moyen, le plus rapide. Les technos sont là pour ensuite décarboner cette économie du transport qui pour l'instant, émet beaucoup de CO2. Mais pour cela, nous, effectivement, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire la visite sur site puisqu'on aurait pu vous montrer donc, la station que l'on a mis, donc Biogaz des Monts, à côté du site de Métamoli qui produit du biométhane. On a développé justement dans ce sens-là l'unité CN Green. Alors, on a différents modèles, on a 4 modèles différents, mais chacun, en fonction de sa taille, peut remplir soit des véhicules légers et ou des camions poids lourds. Donc, on a des stations qui vont de 10 véhicules légers par jour, donc vraiment on va dire des petites stations, des microstations, à des stations plus grosses qui peuvent remplir 150 à 250 véhicules légers par jour. Ça équivaut à 15 à 20 camions par jour. 300 à 500 véhicules légers par jour pour l'avant-dernier modèle et 800 à 1300 véhicules légers par jour pour des modèles, pour notre plus gros modèle. Ça fait quand même 80 à 120 poids lourds par jour. Donc, c'est une solution finalement pour décarboner très rapidement notre système de transport. Alors, ça veut dire aussi qu'il faudrait créer des stations de remplissage un peu partout. Tout à fait. Mais justement, je pense que là, c'est là ce levier, c'est-à-dire qu'on a un pays où en fait le maillage du réseau de gaz est exceptionnel et donc on peut avoir des stations, on pourrait mettre des stations pas quasiment partout, mais en tout cas dans très nombreux endroits.
En plus, ça permettrait de faire de la consommation sur le réseau et des fois éviter peut-être, alors je ne sais pas, un maillage très onéreux parce qu'on ne pourrait pas injecter tout le biométhane sur le réseau. Donc, c'est aussi finalement une consommation supplémentaire sur le réseau qui peut aussi débloquer des projets de biogaz. Merci beaucoup Yann-Pierre. On reviendra bien sûr tout à l'heure parce qu'on pourra échanger ensemble et aussi avec les questions qui ne manquent pas d'arriver. Bertrand Duprat, je disais, vous étiez agriculteur méthaniseur, membre du conseil d'administration des agriculteurs méthaniseurs de France. Vous avez finalement deux axes, c'est agir sur la filière et sa flexibilité, mais aussi, comme vient de l'évoquer Yann-Pierre, développer les usages de la mobilité. Expliquez-nous ça. Alors déjà en préambule, je voudrais quand même rappeler que je suis aussi un contribuable, ainsi que tous mes camarades de l'AMF. Voilà. Et que quand on demande quand même un soutien à la société en général, on a bien conscience de l'effort qu'on demande un peu à tout le monde. Voilà. Par rapport à la mobilité, oui, effectivement, moi je pense que c'est un des axes un axe qui permet de mettre en avant deux externalités en fait. Certes, il y a le bilan carbone sur lequel on est en train de travailler énormément, aussi bien au niveau de la séquestration de nos sols, leur capacité à garder le carbone dans les terrains et via les cultures qu'on met en place, mais aussi par rapport à tout ce qui est lié à la santé et aux microparticules. Parce que moi, je suis fumeur, mais alors je vais vous dire franchement, quand je vais en ville, il y a des fois, j'ai l'impression d'avoir fumé un paquet de plus dans la journée. Je voudrais juste qu'on arrive un jour à quantifier justement un Parisien, il fume malgré lui combien de cigarettes par jour. Voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à avancer. Au niveau de l'AMF, on a lancé un groupe pour… il n'y a pas que les bus, hein, il y a aussi les tracteurs demain qui pourront rouler au GNV, les télescopiques. Donc le monde agricole est en train de se mobiliser aussi là-dessus. Simplement, on a encore des leviers administratifs qui nous bloquent un peu dans le déploiement de ce matériel parce qu'il faut des accords de l'ADREAL et autres. Donc, les industriels sont prêts à venir, mais il faut qu'on avance un peu tous ensemble. Donc, dans une idée de standardisation, comme disait juste avant Yann-Pierre, justement, on est en train d'essayer de coordonner des groupements d'achat. Parce qu'on a bien compris la problématique aussi des industriels, c'est d'avoir un volume derrière sur lequel ils peuvent compter et ils peuvent envisager les choses. Donc, l'AMF est en train de mettre en place des groupements d'achat pour pouvoir justement faire cette amorce, en fait. D'accord ? Et cette transition. Après… Alors, sur la filière, je parlais tout à l'heure, il y avait les deux axes, mobilité et nouveaux usages de mobilité, et puis la filière. Ouais. Vous me parliez de flexibilité, c'est-à-dire peut-être une différenciation entre la production estivale et la production hivernale. Ouais, alors bon, ce qu'il y a, c'est que moi je veux bien gagner, on veut gagner en compétitivité, c'est normal puisque, comme je vous l'ai dit, on est des contribuables. Simplement, à un moment, il faut nous donner les moyens et on veut pas redevenir, on veut garder notre marge aujourd'hui, clairement. On est déjà les bénévoles de la filière alimentaire, on ne va pas être les bénévoles de la filière énergétique, ça c'est sûr, c'est certain. Et donc, à mon avis, il y a certains leviers, des contraintes administratives tout simplement. Bon, la DGEC est un peu ouverte à la discussion, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il y a une inertie où je trouve que dans un monde qui bouge et qui bouge vite aujourd'hui, on devrait être capable d'amener des réponses et des solutions beaucoup plus rapidement. Donc, clairement, le CEMAX annualisé, pour nous, c'est quelque chose qui a du sens parce que ça veut dire que quand il y a moins de consommation de gaz, pour parler du gaz injection, on pourrait faire toutes nos grosses maintenances à ce moment-là et envisager d'injecter un peu plus dans le réseau gaz en période hivernale. Donc, tout ce pilotage, en plus, je pense demain, peut être réalisé avec de la prédiction parce que GRDF ou GRT doivent avoir des moyens de prévoir un peu le volume de gaz qu'ils vont consommer dans les semaines à la semaine, à mon avis. Et donc, à partir de là, on peut envisager de répondre que partiellement. On ne va pas pouvoir doubler la puissance de nos méthaniseurs, mais on peut répondre partiellement, je pense, à équilibrer le besoin avec la production. Édouard Sauvage, je voulais peut-être… j'avais une autre question à Bertrand Duprat. Il y a quand même certains rebours qui coûtent… moi, je pense qu'il faut qu'on ait un raisonnement filière pour finir.
Ça éviterait l'investissement sur certains rebours, comme disait aussi Yann Bicard tout à l'heure, soit justement en pilotant un peu cette production, soit en mettant de nouveaux moyens de consommation sur un territoire et éviter des investissements qui ne sont pas forcément heureux sur le long terme, quoi, en fait. Merci Bertrand Duprat. Je vais revenir avec une question pour vous, mais je voulais peut-être faire rebondir Édouard Sauvage sur ce que vient d'évoquer Bertrand Duprat. Il a évoqué beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il a notamment parlé du CEMAC, je le rejoins complètement. L'absence de souplesse laissée aux producteurs pour pouvoir effectivement adapter et en plus trouver des moyens de créer de la valeur, finalement, annualiser pour produire plus quand il y a plus de consommation, ça crée de la valeur. Donc, que des réglementations puissent empêcher qu'on crée de la valeur, c'est regrettable. Derrière, on a parfois l'impression qu'il y a presque une volonté de mettre des obstacles pour freiner le développement de la filière. Sur les l'administration sur les tarifs. Là aussi, tout le monde savait qu'il y avait une volonté de baisser les tarifs. De là à dire on va empêcher des extensions de sites existants, c'était incompréhensible, puisque pour le coup, faire des extensions de sites existants est souvent la manière la plus économique plutôt que faire des sites neufs. Donc, je crois qu'il y a aussi eu la question des garanties d'origine. Alors, je comprends que ça a fait l'objet d'autres débats. La question que je pose moi, tout simplement, c'est qui est le mieux placé pour créer le maximum de valeur aux garanties d'origine. Mon sentiment, c'est que créer de la valeur à un objet, on a plus de chances d'obtenir un maximum de valeur avec des systèmes de marché qu'en confiant ça à des administrations. Et ce n'est pas un jugement de valeur sur les hommes et les femmes, qu'ils soient dans des entreprises ou qu'ils soient dans l'administration, c'est une réalité économique et c'est du bon sens. Donc je crois qu'il faut effectivement et j'avais appelé de mes voeux dans un article sur une réelle concertation avec les administrations qui sont par ailleurs, on le sait bien, très, très occupés par beaucoup de sujets pour maximiser la valeur créée ensemble. Je vous donnais l'exemple de Métaneuf. Notre idée à la base de Métaneuf, c'est de dire c'est une optionnalité à donner aux acteurs parce que ça permettra de faire pour moins cher. Et donc, je crois que c'est ça la clé, c'est trouver les moyens de mettre en place des outils qui réduisent le coût global de cette décarbonation pour la collectivité en permettant effectivement aux outils économiques les plus efficaces de se mettre en place. Merci Édouard Sauvage. Bertrand Duprat, je voulais revenir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, je suis un petit peu le candide de ce débat. vous avez évoqué des groupements d'achat. Est-ce qu'ils existent déjà? Est-ce que c'est des groupements à créer, d'après vous? Après, toute initiative collective est bonne à prendre, je dirais. En tout cas, moi, je vous fais juste le retour de ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'AMF pour cette partie mobilité. D'accord. Une dernière question que je poserai finalement à chacun un peu en guise de conclusion avant juste d'attaquer la séquence des questions-réponses parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivées. Comment vous voyez un petit peu l'avenir en compte tenu de tout ce qu'on sait de la PPE, du plan de relance et puis donc, et des contraintes que ça peut apporter et des leviers que vous venez tous les uns, les unes et les autres d'évoquer. Comment vous voyez l'avenir du développement du biogaz dans les années à venir? Édouard Sauvage, peut-être? Alors moi, je suis profondément optimiste. Après, oui, il va falloir qu'on fasse des efforts collectifs pour minimiser les coûts d'un côté, pour trouver des clients prêts à payer plus cher pour du gaz renouvelable et du coup pour convaincre effectivement l'ensemble de la société que la méthanisation, par ce qu'elle apporte, notamment toutes les externalités positives, et on voit bien qu'énormément de politiques en sont convaincus, est un bon vecteur pour se décarboner, même s'il a aujourd'hui un coût pour la société, oui. Ça revient plus cher de consommer du gaz renouvelable que d'acheter du gaz fossile aux Russes ou aux Norvégiens. C'est un choix de société. Et dans ce choix de société, on est convaincu effectivement que c'est un renouvelable grâce à toutes ces externalités positives qui fera l'objet de priorité dans les années à venir. Elisabeth Loger, là aussi un petit mot de conclusion sur peut-être l'innovation et c'est l'avenir du biogaz, l'innovation? C'est un des leviers, c'est pas le seul. Hein. Je pense qu'on a parlé d'industrialisation, on a parlé de faire sauter un certain nombre de réglementations, des choses comme ça, c'est pas le seul. Je pense qu'on est dans une phase là, dans les mois qui viennent, très importante pour montrer que cette filière-là, c'est une filière qui a largement sa place, et même plus, au sein des alternatives en termes d'énergie renouvelable et autres.
Et il faut qu'on prenne toute la voix de la filière. Les grands acteurs sont là, il n'y a pas de souci, ils se sont déjà exprimés aujourd'hui, mais toute la filière qui est derrière, qui est porteuse d'emploi, il faut qu'elle s'exprime et qu'elle se montre. Et il y a des logiques de territoire, il y a des logiques d'externalité positive, c'est tout ça qu'il faut qu'on montre à travers ces appels à projets. Il faut continuer à porter, à prendre notre part de voix dans le gros bruit qu'il y a aujourd'hui autour de la transition écologique. Voilà. Merci Elisabeth. Yann-Pierre, alors comme Édouard Sauvage, vous êtes optimiste sur l'avenir du biogaz? Alors, je suis optimiste si effectivement on se bat tous ensemble pour préserver cette filière-là. Je pense que c'est vraiment une très belle filière. Faut qu'on mette toutes nos énergies en commun pour arriver justement à baisser les coûts, mais aussi également à faire entendre notre voix pour qu'on ait aussi en main le destin de cette filière. Voilà. Et Bertrand Duprat, vous êtes optimiste sur l'avenir, ou en tout cas vous-même ou l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, vous êtes optimiste sur l'avenir du biogaz? Oui, mais en même temps, on est quand même prudent parce qu'on est soumis à certaines réglementations. L'acceptabilité des projets est de plus en plus compliquée. Et est-ce que l'État veut vraiment aller dans cette direction? Est-ce qu'il veut aller dans le nucléaire? On a besoin quand même un peu de signal fort parce qu'on est des gens impliqués, on vit sur nos territoires et on croit en ce qu'on fait depuis des générations. Ça, c'est pas le souci. Mais on a quand même besoin d'avoir un peu de visibilité. Voilà. Très bien, mais je vous propose de passer à la séquence des questions-réponses. Alors, on en a eu déjà un certain nombre. La première question, elle est de Nicolas Delay de Evergaz. Ça va rejoindre sans doute des propos qu'on a déjà tenus tout à l'heure. On parle beaucoup des nombreuses externalités positives de la méthanisation, aujourd'hui non monétarisées, et nous en sommes tous convaincus, mais les a-t-on déjà mesurées ou estimées concrètement en termes d'emploi, de réduction de CO2, de revenus agricoles complémentaires, de balance commerciale, pour pouvoir justement communiquer efficacement dessus et les valoriser économiquement? Est-ce que ça a été mesuré? Est-ce qu'il y a peut-être dans les projets d'innovation, il y a peut-être des choses qui seraient… Il y a des travaux en cours. Il y a des travaux en cours. Au niveau de Cap-2R, là, on est en train de participer à la construction de la brique de la méthanisation. Et puis les composteurs aussi sont en train de faire la même chose. Donc, il y a des choses qui sont en cours. On sait que ça peut se monétiser. Faut juste qu'on arrive à faire les référentiels et puis après passer à la phase vente. Voilà. Et une autre question de Lionel Patrier qui s'adresse à Édouard Sauvage de GRDF. Ça va vous faire bouger. Pourquoi ne pas taxer le gaz naturel fossile pour valoriser les externalités du biométhane? Et c'est complété par une remarque de Xavier Joly, le président de Biogaz Vallée. Il dit il faut que le consommateur comprenne qu'il doit payer plus pour du gaz fossile. Alors, le paradoxe, c'est que le gouvernement est en train de faire exactement l'inverse. Georges Simondi en parlait, en proposant de mettre fin à l'exonération de taxes intérieures sur la consommation de gaz naturel dont bénéficiait le biométhane. C'est vrai qu'on a été très surpris par cette position. Nous, on est convaincus que la seule manière de faire prendre le relais du contribuable par le consommateur, c'est évidemment de faire une différenciation fiscale forte entre le gaz fossile et le gaz renouvelable. Et donc, oui, on est évidemment très favorable à cette différenciation. On est favorable au maintien d'une exonération de TICGN pour le gaz renouvelable. Et pour rebondir sur les externalités, je crois qu'il y a, pour moi, il y a beaucoup d'études sur les différentes externalités. Il y a notamment eu un groupe de travail prospectif de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui a chiffré les externalités autour de 75 € par mégawattheure, ce qui a permis au président Carinco, le président de la CRE, de dire que finalement, il considérait que la molécule de méthane était gratuite, puisque les externalités positives étaient du même ordre de grandeur que le tarif de rachat. Alors, vous allez garder la parole, Édouard Sauvage, parce que c'est une question qui s'adresse à vous de la part d'Estelle Schwebel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, certains territoires qui ont un I sur V, donc investissement sur volume injecté en euros par normomètre cube heure, et donc qui ont un I sur V supérieur à 4700 normomètres cubes par heure, sont dans une zone de flou la plus totale quant à l'application des modalités du droit à l'injection. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour clarifier officiellement ces modalités et permettre de donner plus de visibilité aux porteurs de projets engagés et qui sont, eux, dans l'impossibilité d'avancer malgré le soutien des acteurs publics du territoire?
Alors, rappelons que le droit à l'injection précise bien que ça doit être dans des conditions économiques fixées par décret. Et effectivement, le but, c'est pas d'aller tirer les tuyaux pour aller raccorder des zones totalement isolées. Vous savez, plus de 80% de la population du territoire peut accéder à un réseau de gaz naturel. Ça n'est qu'un tiers des communes, mais on n'a pas vocation à tirer les tuyaux partout. C'est pareil pour le droit à l'injection. Toutes nos hypothèses disent que 90% du potentiel de Monsieur Sauvage, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Bon, on vous a perdu, Monsieur Sauvage. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais on va passer à… On reprendra la réponse à la question tout à l'heure. Peut-être que nos autres intervenants ont un avis sur la question qui était posée, qui était d'ailleurs complétée par Madame Schwebel en disant que le I sur V national n'était pas représentatif de la typologie de méthanisation d'un territoire qui est lié à l'agriculture du territoire. Voilà, et donc il fallait sans doute… Ah, ça y est, Monsieur Sauvage est revenu. Monsieur Sauvage. Excusez-moi, j'ai été déconnecté. L'application Zoom m'a dit qu'ils avaient eu un bug, donc ça arrive. Bon, comme ça. Alors, ça n'est que très temporaire. Voilà. Alors, donc oui, j'étais en train de dire que le but, c'est pas de connecter tout le monde. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est évidemment pousser toutes les logiques de gaz porté. Hein, et pour le coup, l'administration a toujours été très favorable à mettre en place ces dispositifs permettant le gaz porté. Et dans certaines situations, il ne faut quand même pas oublier que le développement initial du biogaz s'est fait par cogénération. Et donc, il ne faudra pas exclure non plus que sur des territoires, et je le rappelle, très minime, hein, notre analyse, c'est que c'est seulement 10% du potentiel agricole qui ne pourra pas injecter sur les réseaux à terre. Mais il faudra trouver une solution alternative pour ces zones-là. Une question de Philippe Collin qui s'adresse sans doute à Mme Loger parce que ça concerne l'appel à projet. Pour organiser une filière, ne faudra-t-il pas veiller à ne pas consacrer immédiatement d'intérêt, alors plus d'intérêt peut-être à la R&D, d'intérêt à la R&D plus important que pour l'optimisation des OPEX et CAPEX qui sont nécessaires pour assurer des rentabilités immédiates? Mais je pense qu'effectivement, le débat, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein. Je pense qu'il y a des objectifs d'industrialisation, de compétitivité immédiate sur les procédés. Et Yann Pierre en parlait en disant voilà, il faut qu'on travaille sur ces chaînes, il faut réduire, il faut enlever les choses qui sont inutiles, il faut travailler sur l'industrialisation et l'efficacité des chaînes de production actuelles. Et après, ça, c'est ce qui va nous permettre d'être encore compétitif très, très rapidement. Et de toute façon, c'est une filière qui est encore en devenir. Donc, il faut qu'on continue à innover en R&D derrière. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. La filière, elle est à un stade où il faut faire les deux à ce stade-là. Je pense que c'est vraiment important. Il y a une remarque d'ailleurs complémentaire de Madame Schwebel qui vous concerne, enfin qui concerne cette innovation. Il est en effet important de travailler une meilleure compétitivité de la filière, mais qu'en est-il de la sécurisation, de la fiabilisation des procédés existants pour lesquels les exploitants sont déjà engagés, eux, pour 15 ou 20 ans minimum? Donc c'est un peu ce que vous venez de dire. Il ne faut pas travailler sur l'innovation, mais pas oublier peut-être de renforcer ce qui existe déjà pour l'améliorer. On est à un stade de la filière où justement on est en train de passer ce passage qui est vraiment hyper critique. C'est-à-dire que la filière a commencé à se structurer, les choses sont là, on voit naître nombre de projets de méthaniseurs dans les différents régions de France. Les territoires s'approprient le sujet, les agriculteurs aussi réfléchissent, comme le disait M. Duprat, et s'intègrent et s'associent vraiment à cette démarche-là. Et maintenant, il faut passer ce step-là, il faut sécuriser, industrialiser pour monter encore un peu plus en volume, en puissance et en déploiement. Et derrière, comme on est encore en croissance, il faut continuer à innover. C'est le moment où, quelque part, ça coûte le plus cher finalement. Mais c'est le moment où on va passer le cap. C'est le moment où on va passer le cap. Alors, vous venez d'évoquer l'industrialisation. Yann Pierre l'a beaucoup évoqué tout à l'heure. Alors voilà une question de Jean-Paul Sauzet. Parmi les leviers, que peut-on dire de la foultitude de prestataires qui proposent leur service pour réparer les défauts de conception? Ce sont des coûts à l'investissement en fonctionnement non justifiés, supportés par les maîtres d'ouvrage. Est-ce le prix à payer pour une filière non encore mature?
Alors oui, effectivement, c'est des choses, des services que l'on peut proposer quand on arrive sur des sites qui ont des défauts, des malfaçons ou peut-être simplement qui ne conviennent pas aux attentes des clients. Ça devient un business à part entière. C'est pas forcément quelque chose qui irait dans le sens de la filière. C'est pour ça que je pense que le label Calimeta, s'assurer qu'on a des prestataires dans tout type de domaine, hein, qui soient compétents, sachants et qui sachent aussi conseiller leurs clients, c'est très important pour avoir des projets qui fonctionnent très bien. Alors, une autre question de PY qui n'a pas mis son nom en complet, en tout cas je ne l'ai pas reçu en complet. C'est un sujet business pour les territoires. Est-ce qu'une vision plus en temps réel de la production de biogaz et de consommation de matière par rapport aux ressources disponibles serait intéressant dans la démarche d'optimisation et de réduction des coûts? Je ne sais pas qui peut répondre, monsieur. Il y a monsieur Pierre ou… Alors, ça touche surtout, je pense, voir la production en temps réel, ça, c'est pas très difficile parce que je pense que GRDF collecte toutes les données de biométhane produites. Moi, je comprends plutôt la question sur la partie gisement et matière. Et là, ça sous-entendrait de pouvoir finalement l'identifier en temps réel et suivre en temps réel les flux de matière. Ça, je ne pourrais pas me prononcer. Et puis, je dirais, quel est l'intérêt là? L'intérêt de savoir combien on a mis de tonnes de fumier, de lisier, c'est quoi l'objectif? Je ne comprends pas tout. Si je comprends bien la question qui a été posée, c'est que cette visibilité permettrait peut-être d'avoir une démarche d'optimisation plus efficace. Ouais, mais c'est surtout du coup la consommation qu'il faut connaître. Après, la production, on l'adaptera. Une question à Monsieur Sauvage, à Édouard Sauvage, de Philippe Collin, qui est très actif sur les questions-réponses. Les réseaux auraient pu être imaginés avec une valorisation en bio-GNV en charge lente dans les bâtiments, en plus de la chaleur. Pourquoi ne pas l'avoir défendu dans la loi, comme pour les bornes de recharge électrique? Alors, c'est pas parce qu'on ne défend pas des choses qu'elles se retrouvent nécessairement dans une loi. Donc, on sait bien, et ça a été dit, on est convaincu du potentiel du GNV et surtout du bio-GNV dans les transports, en tout cas pour les 15 ans qui viennent. Notamment, des sites qu'on a nous en tête, c'est de transformer les vieilles locomotives diesel qui sont à mi-vie, de faire des rétrofits pour les basculer au gaz, ce qui serait excellent en bilan carbone pour la qualité de l'air dans les villes dans lesquelles sont utilisées ces locomotives. Donc oui, il faut évidemment développer ces usages. On voit d'ailleurs déjà des projets de stations GNV ouvertes au public connectées sur des projets de méthanisation. Et ça permettra de réduire certains rebours. Donc c'est totalement intégré lorsqu'on fait des analyses par maillage et des projets de consommation. Et c'est notamment des choses qu'un certain nombre de syndicats départementaux d'énergie essayent de soutenir dans une politique territoriale du territoire. Une question à Yann Pierre. Vous avez parlé tout à l'heure d'industrialisation, de maturité de la profession. Une question évoquée tout à l'heure, la foultitude de prestataires. Est-ce que cette professionnalisation ou cette industrialisation ne va pas aussi conduire à peut-être une concentration des acteurs pour qu'il y ait justement plus d'optimisation? Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Comme tout marché, il y a beaucoup d'acteurs, des nouveaux, des anciens, ceux qui innovent, ceux qui n'innovent pas, et ceux qui savent se renouveler. Et effectivement, ça c'est la loi du marché qui fait que certaines sociétés vont se développer, d'autres disparaître. Et oui, ça sera dans l'ordre des choses. Oui. Une nouvelle question, on l'a évoqué en partie tout à l'heure, Édouard Sauvage en a reparlé. On en a beaucoup parlé hier, mais je vais quand même reposer la question, parce que tout le monde n'était pas à la table ronde d'hier, de monsieur ou madame Bilek. Le nouveau dispositif de mise aux enchères des garanties d'origine au niveau européen n'est-il pas un risque majeur pour la valorisation de la filière? Que propose la filière pour assurer une traçabilité du biométhane made in France? Comment s'assurer que les garanties d'origine ne fassent pas l'objet d'une spéculation? Qui veut répondre à ces trois questions en une? Mais Bertrand Duprat. Ouais, effectivement, les garanties d'origine, on déplore le fait que l'État veuille les commercialiser.
Parce que moi, déjà, je vais engager que ma personne et pas l'AMF, qui que ce soit d'autre. Mais je mets quand même un peu en doute la capacité de l'État à faire du commerce. Mais bon, ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, je pense que du coup, il va y avoir les certificats carbone qu'il faut qu'on arrive à créer. Et ça sera certainement encore plus pertinent, quelque part, ou tout autant, que les garanties d'origine, de lier le CO2 avec notre vente de mégawatts. Parce que c'est pareil, il y aura la proximité qui va rentrer en ligne de compte, aussi bien pour la production et l'endroit où il sera consommé, ce gaz. Donc, ça peut être qu'un plus. Voilà. Édouard Sauvage, vous voulez rajouter, compléter, vous en avez parlé Oui, tout à oui, l'heure. effectivement, j'avais déjà dit que je pensais que c'était pas les fonctionnaires étaient rarement les mieux placés pour trouver la meilleure valorisation économique et que c'était pas une critique de personne, c'est une réalité tangible. Par contre, je crois que c'est important dans la question, c'est le côté local. Et j'ai bien insisté dans Méthaneuf pour dire, nous, notre vision, c'est qu'il faut que ce soit un projet local et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de clients qui disent, moi, je veux du vert, et il y a aussi des clients qui disent, je veux surtout investir dans l'économie locale ou acheter localement. On l'a vu lors de la crise sanitaire, cette demande d'alimentation locale est très importante. Récemment d'ailleurs, j'en discutais avec des présidents de régions pour dire que finalement beaucoup de régions achètent localement pour leur cantine. Il faut aussi pouvoir acheter localement son gaz renouvelable. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réaction, un commentaire de François-Xavier Morin de la région, je suppose, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est ça, Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction de la mobilité. La région Auvergne-Rhône-Alpes organise déjà une centaine de cars GNV avec une station privée chez les transporteurs. La moitié est au biogaz. Les transporteurs souhaiteraient recourir encore davantage au biogaz. Outre le surcoût d'achat du car en GNV et de la station GNV à absorber sur la durée du contrat, le principal frein est le surcoût du biogaz par rapport au GNV et par rapport au diesel et la possibilité d'avoir du biogaz local. Plusieurs achètent aujourd'hui des garanties d'origine biogaz breton. Voilà. Qu'est-ce que ça suscite chez vous Alors moi, en tout cas, je voudrais bien approfondir le dossier parce que là, j'aimerais bien approfondir le dossier. Je suis un petit peu surpris quand même. Qu'il y en ait autant Non, qu'il n'arrive pas à trouver de gaz déjà auvergnat ou Rhône-Alpes. Et puis, qu'il manque vraiment de garantie d'origine. On vous mettra en contact. Je veux bien mise en contact parce qu'à mon avis, on doit pouvoir trouver plus proche que du breton. Une question de Guillaume. Moi, je voudrais quand même insister sur un point là-dessus. C'est globalement, si les cars GNV aujourd'hui sont plus coûteux que d'autres cars, c'est juste une question de volume. C'est la même technologie pour faire un moteur GNV ou un moteur diesel. Donc, si massivement tout le monde bascule sur du GNV, ça deviendra beaucoup moins cher que le diesel ou l'essence. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Une filière, plus elle se développe, plus ses coûts baissent. Et il y a des choses qui seront durablement peut-être plus chères que d'autres, mais certainement pas l'achat du car. La technologie GNV est la même que d'autres moteurs thermiques. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait un surcoût dans la durée. Oui, cette massification a été évoquée tout à l'heure aussi par Yann Pierre sur le côté industriel. Une question d'ailleurs peut-être à Yann Pierre, une question de Guillaume Kouakadan qui était intervenant hier à la table ronde d'hier, qui est chargé de mission à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Dans quel délai, selon vous, arrivera-t-on à atteindre la réduction de moins de 30% des coûts OPEX-CAPEX, le nouvel arrêté tarifaire étant, lui, pour demain? Effectivement, ça, c'est la bonne question. Et je n'ai pas la réponse avec une date précise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà commencé à travailler sur le sujet, notamment avec le cabinet Argon, avec GRDF sur la partie post-injection. On a fait de même, nous, sur notre épurateur. Ce n'est pas des évolutions qui se font d'un claquement de doigts. Ce n'est pas aussi rapide qu'effectivement la baisse de tarifs. Cependant, on reste quand même confiant. Sur la baisse des CAPEX, ça reste effectivement avec l'industrialisation quelque chose d'envisageable et de possible. 30% à échéance, allez, je dirais un peu plus de 5 ans, voire même avant, si on arrive vraiment à mettre beaucoup d'énergie sur ce dossier-là. Sur les OPEX, c'est vraiment aussi lié à la R&D, c'est-à-dire avoir
avoir des process plus efficients. Et ça, c'est de la R&D et il y a encore beaucoup à faire sur ce côté-là. Une question de Jacques Viard de l'ADEME, qui s'adresse sans doute à GRDF, c'est ça. Sur le sujet des zonages, la bonne idée serait de le raisonner sur le potentiel méta existant, mais non encore activé par des projets. Asseoir le zonage sur les seuls projets connus est certes compréhensible, mais n'est pas vraiment satisfaisant. Comment pourrait-on faire autrement ? Non, mais là, alors soit dans la zone que connaît M. Viard, ça n'a pas été fait comme il faut, mais nos zonages sont bien faits en intégrant des raisonnements de probabilité avec les projets connus, une certaine probabilité sur des projets identifiés mais pas encore fermes, et une évaluation du potentiel qu'on fait notamment avec Solagro. Donc l'idée, c'est bien de faire le zonage sur le potentiel et pas uniquement sur les projets existants. Très bien. Y a-t-il encore, je me penche vers la régie qui est derrière moi, non, on ne va plus prendre de questions parce qu'on est à 5 minutes de la fin. Je vous propose, peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, sur, vous voyez, l'avenir, je vous posais la question sur votre optimisme sur l'avenir du biogaz. Peut-être un mot de conclusion, quelque chose que un message que vous aimeriez faire passer sur cette thématique du matin, les nouveaux leviers pour devenir plus compétitifs, plus performants, plus viables économiquement. Quel serait-il s'il y avait un message à retenir ou à faire passer, soit de ce que vous avez dit, soit de ce que vous avez entendu? Elisabeth Loger, puisque vous êtes à gauche sur mon écran. D'accord. Voilà, je vais reprendre ce que j'ai dit un peu la dernière fois, c'est-à-dire que on a un moment, c'est le money time, j'allais dire maintenant, c'est-à-dire pour la filière. On a une fenêtre de tir là. Grâce à la mobilisation de la filière en début d'année, on a réussi à démontrer qu'il y avait de quoi faire, qu'il y avait de quoi stimuler le marché, qu'il y avait de quoi stimuler la compétitivité à la fois côté CAPEX et OPEX avec de la R&D et tout ce qui va bien. Et maintenant, il faut qu'on continue à appuyer, qu'on continue à se montrer, qu'on continue à se développer. Et le temps qui est devant nous est assez court. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser les appels à projets en cours pour montrer que ça ne suffit pas. Il en faut encore d'autres. À la fois voilà, pour continuer à porter la voix d'une filière qui a tout pour réussir. Il faut qu'on passe le col là. On est en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un petit col à passer, mais il faut qu'on le passe ensemble. Yann Pierre, en guise de conclusion, quel message vous aimeriez faire passer ou celui que vous retenez en priorité? Oui, alors je voulais faire passer simplement aussi le message que le biogaz ne s'arrête pas aux frontières et que l'État, dans ses politiques aussi, doit prendre en compte que des sociétés, alors je ne parle pas là des exploitants qui créent de la valeur sur les territoires, je parle aussi des sociétés comme la nôtre, où on va faire aussi du business à l'étranger grâce au savoir-faire et aux projets que l'on a eus justement en France en lien avec les territoires. Et ça, c'est de la valeur ajoutée et c'est en fait beaucoup de retours d'argent qui seront injectés dans l'économie française. Et ce serait dommage de casser ça au vol, de ne pas faire une vraie filière française qui puisse ensuite s'exporter. Merci Yann-Pierre. Bertrand Duprat, peut-être au titre de l'AMF, quel message vous aimeriez faire passer en guise de conclusion? Alors moi, insister sur la partie justement, je pense qu'il faut vraiment qu'on enclenche la certification de carbone de nos unités. Je pense que la certification carbone pour toute la société, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit sur de la micro ou de la macroéconomie. On n'a plus le droit de faire traverser des océans et des océans sans être taxé, je pense. Mais au-delà de tout ça, c'est que même si on reste à notre échelle de méthaniseur, on voit que, et on verra, je pense, que certains projets auront plus de pertinence que d'autres et on n'a pas le droit de faire du développement durable avec des choses qui ne le seraient pas vraiment. Ça serait un petit peu, ça serait tromperie sur la marchandise, je dirais. Donc, je pense que c'est vraiment l'axe qu'il faut qu'on essaye de développer rapidement et de mettre en avant parce qu'on est dans le money time, comme disait Elisabeth tout à l'heure. J'en suis convaincu aussi. Et le mot de clôture, presque, en tout cas, au moins de ce tour de table, Édouard Sauvage, qui était le grand témoin de cette table ronde. J'avais dit confiance, maintenant je dis collectif. Et j'explique toujours quand j'en parle avec des personnes qui ne connaissent pas bien la filière qu'une grande différence entre la méthanisation, le biométhane et d'autres filières renouvelables, c'est qu'il n'y a pas des entreprises qui poussent plein de projets.
c'est bien des projets de territoire et souvent un groupe d'agriculteurs qui fait un seul projet. Et donc la filière, pour réussir, elle a besoin d'être collectif. Et comme je le disais en introduction, ça, depuis le début, ça a été un peu une obsession de GRDF et de beaucoup d'autres acteurs de cette filière de se dire seule cette fédération de tous permettra à des acteurs qui ne feront qu'un projet de le faire avec succès, tout en bénéficiant effectivement des effets d'échelle du développement et de la maturité de la filière. Donc oui, ce collectif est majeur pour faire réussir la filière. Très bien, merci beaucoup Édouard Sauvage. C'est un beau mot de conclusion. On a parlé d'optimisme, de confiance et de collectif. Je crois que c'est 3 mots qui résument bien en partie ce qu'on a dit. Je vous propose de clore ici cette table ronde parce que juste après, en fait, et vous êtes, je crois, concerné, Édouard Sauvage, puisque GRDF est partenaire avec l'AFG, les CAM LaSalle et l'ISARA pour la création d'une chaire d'enseignement de transition énergétique au service des entreprises. C'est une conférence de presse qui a lieu dans quelques minutes, donc on est obligé de clore à l'heure et c'est tant mieux. Juste deux éléments d'information. Je vous rappelle que dès lundi, les enregistrements de cette table ronde, mais aussi ceux d'hier, seront disponibles sur le site internet de Biogaz Vallée. Vous allez recevoir un mail qui va vous donner les liens de connexion pour le visionner. Et ce lien vous donnera aussi un lien vers une enquête de satisfaction. Merci de bien vouloir y répondre. C'est très important pour les organisateurs de voir quel est le ressenti, surtout dans des conditions un peu particulières qu'on a connues cette année. Donc, merci de bien vouloir y répondre. Moi, je remercie les intervenants qui ont participé à cette table ronde et puis bien sûr vous tous que je ne vois pas, mais vous m'avez vu, que je ne vois pas et qui êtes de l'autre côté de l'écran. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour continuer à faire vos interventions, notamment vos commentaires, et je vais passer la parole à Mohamed Niakaté pour, non pas une conclusion, mais un petit mot de la fin pour cette clôture de convention. Donc, merci. Donc, oui, un petit mot de la fin, une petite conclusion au nom de Biogaz Vallée et d'IAR. Bon, tout d'abord, merci aux conférenciers et aux différents participants d'avoir joué le jeu de la dématérialisation et de vous être adaptés en fait, finalement à faire la convention de cette façon et assister à la table ronde. Merci aux partenaires de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis. Donc, on vous dit au nom de Biogaz Vallée et d'IAR, rendez-vous l'année prochaine à Troyes, les 24 et 25 novembre 2021, puis à Saint-Étienne en 2022, les 29 et 30 novembre. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci. Merci beaucoup Mohamed Niakaté. Donc, il me reste à vous saluer, non pas vous souhaiter un bon retour, parce que vous êtes a priori tous dans vos lieux de travail ou chez vous, mais je vous souhaite au nom de tous un très bon confinement. À bientôt.